Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler de mes lectures de ce début d'automne et je vais commencer à nouveau par une bande dessinée de Emma, puisque je vous en ai parlé dans la dernière présentation sur la maternité. Là c'est plus, donc c'est toujours dans sa série Un autre regard, donc le titre c'est Des princes pas si charmants. Je sais plus, ça doit être le quatrième de sa série. Celui-ci est plus orienté sur les conséquences de tout ce qu'on a pu voir dans les albums précédents concernant la charge mentale et la charge émotionnelle, notamment sur les femmes dans le milieu du travail. Je l'ai trouvé vraiment super intéressant, notamment le dernier chapitre qui est sur le sexisme bienveillant et vraiment sur cette... ce réflexe que les gens ont à dire que si les femmes ne vont pas bien, en fait, c'est uniquement dans leur tête, sans jamais prendre en compte l'environnement délétère et toutes les injonctions qui reposent sur leurs épaules et contre lesquelles elles luttent tout le temps, voilà. Donc encore une fois une BD super intéressante, je vous les ai toutes recommandées je crois. Je pense que celle-ci c'est comme Des lignes et des cailloux, il y a une grosse partie que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu passer sur les réseaux de Emma. Je vous encourage à découvrir son travail qui est vraiment je trouve super parlant. Et qui permet encore une fois d'amener la discussion, de se rendre compte de certaines choses que l'on vit au quotidien. Parfois des choses qu'on a intégrées comme étant normales et qui ne le sont pas. Voilà. J'ai également lu pendant mes vacances Rita de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko et le désert disparaîtra, on vous en a parlé plein de fois. Elle a écrit d'autres choses, hein, mais je crois que c'est le seul qu'on a lu et c'est celui qui nous a vraiment marqué avec Mélo. Je vous en ai parlé dans un vlog parce que, d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit, si j'ai coupé ou pas au montage, j'étais persuadée que ça allait parler de harcèlement scolaire et pas du tout. On est sur un sujet... sur des sujets bien moins, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je peux pas vous en dire beaucoup pour tout vous dire. Finalement on sent assez rapidement vers où tendent les personnages et comment s'articulent les choses. Moi j'ai compris assez vite, j'ai du mal à vous dire en fait exactement, enfin j'ai du mal à vous donner une piste du sujet sans vous en dire trop. Je pense qu'on peut parler de misère sociale, de misère tout court, dans la vie d'une adolescente qui essaye absolument de donner le change et de s'en sortir coûte que coûte, vraiment coûte que coûte. Donc vraiment pas facile comme sujet, mais j'ai adoré la construction de ce récit, je l'ai trouvé super bien fait. Donc on est sur un récit à la première personne qui implique tous les amis et les personnages qui ont côtoyé Rita de près ou de loin, mais vraiment son cercle proche du lycée. Donc les amis qui pensaient la connaître le mieux, ce qu'elle leur a caché, ce qu'elle leur a laissé à découvert, qui vont raconter tous les événements qui ont mené au point d'orgue et au drame qui est arrivé. Voilà, la construction est vraiment très bien faite, au top. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Alors on est sur une plume qui est très facile. Finalement on a très peu de... on est très éloigné d'une certaine façon de Rita en elle-même, puisqu'on la découvre à travers ses camarades, et c'est ça que j'ai trouvé très beau, à travers ses camarades, ses amis, les relations qu'ils tissent au fur et à mesure du temps, dans un ordre chronologique, même si on a un petit début parfois, enfin comme c'est quelque chose que des ados racontent, voilà, on sent que parfois ils sautent un peu du coq à l'âne, enfin c'est vraiment super bien fichu. Je trouve que le vocabulaire employé est très juste, ce qui ressort de ces personnages aussi est très vrai par rapport à différents types d'adolescents, différentes choses qu'ils peuvent vivre à cette période-là. Sans m'y retrouver, j'ai retrouvé la période de l'adolescence bien retranscrite. Voilà, encore une très belle lecture de Marie Pavlenko, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir été surprise par le sujet, j'espère que vous le serez aussi. Ça met en avant plein de questionnements. Donc ouais, sur les phases traversées à l'adolescence, sur les découvertes, mais aussi sur le système carcéral en France, la justice en France.
Ouais, je veux vraiment pas vous en dire plus. Mais je vous le recommande chaudement. Si vous avez l'occasion de l'emprunter, ne vous en privez pas. J'ai lu aussi Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, dans une ambiance printanière, un récit très doux, très tendre, malgré le sujet de la maladie d'Alzheimer, hein, qu'on appelle la maladie de l'oubli-tout dans ce roman. Et j'avais trouvé que c'était vraiment tellement bien amené, proposé pour un public jeune. Là, on va pas parler de la maladie de d'Alzheimer. On va traiter un autre sujet, une autre maladie mentale, mais finalement c'est pas... Alors je crois que ça s'appelle l'orage, je sais plus quoi. Je suis pas assez calée en psychiatrie pour savoir si c'est une pathologie reconnaissable qui existe, mais finalement c'est pas vraiment le sujet. On va retrouver notre personnage d'Archibald Renard que j'apprécie beaucoup, et il va lui arriver un grand drame quand il va comprendre qu'on lui retire la propriété de sa librairie du jour au lendemain. Voilà, il n'est pas propriétaire de la librairie comme il le pensait depuis des générations. Et ça va le pousser à aller sur les traces de son passé et du passé de son grand-père Cornelius, qui ne peut plus lui raconter cette histoire puisque voilà, il s'est passé un truc et il a plus vraiment... il devient un peu sénile quoi, il y a des moments de lucidité mais globalement il est plus vraiment là quoi. Et j'ai trouvé ça super génial, c'est une vraie petite enquête. Archibald en plus est accompagné de son neveu Bartholomé. Franchement j'ai trouvé ça comme le premier tome quoi. Très doux, très chouette, malgré là aussi des sujets qui sont pas faciles, inclusifs et délicats. Je cherche vraiment qu'est-ce qui correspond le mieux à cette lecture, et je trouve que ça se prête particulièrement à la lecture à voix haute, donc moi-même je m'y suis prêtée avec ma petite fille, donc pas pour l'intégralité du roman parce qu'elle est encore un peu jeune, il fallait bien que j'avance sans elle. Mais j'ai passé un très bon moment en lecture. On est bien sûr sur de superbes illustrations, je crois que c'est Sanoé, ouais, de Sanoé. La mise en page est incroyable, donc ils vont partir à la recherche de carnets laissés par le grand-père, les carnets de Cornelius, et ils sont donc mis en avant dans le récit par des pages du coup brunies on va dire, et à la fin il y a un carnet de recettes. Alors j'ai pas encore essayé les recettes en question, mais franchement juste l'objet livre on en parle, et ça c'est un truc que je trouve incroyable, donc c'est l'école des loisirs, la collection 9. Je trouve que pour 14,50 € il y a un travail éditorial incroyable, il y a une histoire incroyable, pur produit français. Voilà quoi, je trouve ça super chouette qu'on puisse faire ça. Oui, allô? A few moments later. Voilà, je vous disais que l'objet livre était absolument magnifique pour, enfin voilà, travail de ouf pour le prix par rapport à ce qu'on peut trouver en librairie maintenant. Voilà. Donc pour moi c'est un... Je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que c'est pas un roman qui m'a hanté particulièrement, mais ça a été une vraie lecture plaisir, une vraie lecture doudou qui fait du bien. Je suis contente de l'avoir, je pense que c'est une lecture super chouette à faire avec ses enfants. Du coup je me le mets de côté pour dans quelques années. Mais voilà. J'ai lu Le premier jour de paix de Elisa Behram. Alors c'est une novella. Est-ce que j'ai répondu aux commentaires des autres vidéos ou pas encore? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu m'expliquer la différence, enfin en tout cas comment on pouvait distinguer une nouvelle d'une novella. J'ai trouvé l'approche assez intéressante, donc merci. Donc c'est une novella, puisqu'il fait 150 pages à peu près, qui est paru aux éditions de La Talente, dont j'avais entendu le plus grand bien, une utopie. Alors, pour moi c'est un oui et un non en même temps, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur une base d'utopie. Alors... j'ai envie de dire une base dystopie du coup, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les dystopies, c'est vraiment un monde complètement ravagé par les catastrophes naturelles, par la sécheresse, et vraiment dans un état catastrophique, avec des petits groupuscules d'hommes qui se sont rassemblés en communauté. Et on va suivre globalement trois
3 personnages. Donc dans un premier temps un vieil homme en Amérique du Sud je crois. Et cette première partie nous permet d'appréhender un peu plus le monde dans lequel on est. Donc il est un peu responsable, il est assez âgé, responsable d'une communauté qui est en train de s'entretuer et il appelle désespérément à l'aide en espérant pouvoir obtenir des secours pour sauver le plus de personnes possible. On va ensuite suivre une jeune femme, alors jeune, non en fait d'ailleurs elle est pas jeune, du coup c'est vrai que c'était assez intéressant aussi, une femme qui est... j'ai pas envie de dire gardienne de la paix, mais c'est pas ça. Elle s'appelle Esphir et en fait son rôle c'est vraiment de parcourir le monde avec sa moto, si j'ai bien compris. Juste elle parcourt l'immensité du monde pour résoudre les conflits et tous les petits conflits, du plus petit au plus gros conflit, communauté par communauté, pour aider les gens, voilà, sur un format tout à fait bénévole. Et voilà, ça j'ai trouvé ça super intéressant et très riche comme façon de penser, comme voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Et on va suivre une dernière personne qui elle est négociatrice de paix justement entre les 4 grands territoires, donc GT. C'est la partie qui m'a le plus interloquée, que j'ai trouvé, enfin voilà, qui m'a le moins séduite, parce qu'en fait j'ai pas compris. Elle négocie la paix, mais la paix de quoi en fait? Les grands territoires se font la guerre, mais comment? Quelles sont les armes? Quels sont les fronts de cette guerre? Quels sont les enjeux aussi de cette guerre entre les grands territoires? Puisque finalement, moi ce que j'avais compris du reste du récit, c'est que ok, il y a des grandes villes qui rassemblent beaucoup d'êtres humains, mais finalement sur les 4 grands territoires, il n'y a plus que 2 milliards d'humains qui vivent dans des espèces de localités où ils se gèrent eux-mêmes. Donc c'est pas comme si c'était une guerre un peu patriotique ou une guerre... Enfin, même si c'était du type guerre civile finalement, en quoi une entité comme le président d'un grand territoire serait à même d'amener la paix en négociant avec un autre grand territoire? Enfin, je trouvais ça assez étrange, ou alors pas assez détaillé pour nous permettre de bien comprendre l'enjeu de cette guerre, enfin de la paix qu'il fallait négocier. Et ensuite, il y a un événement, moi ça m'aurait suffi. Voilà, en soi, sur le fond de l'histoire, j'aurais trouvé ça juste très bien. En développement peut-être un peu plus l'aspect grande cité, comment elle s'organise et comment elle s'autogère justement, parce que ça on le voit à un moment que j'ai trouvé très bien. J'ai bien aimé le travail d'Esphir, j'ai bien aimé cette idée de vouloir amener la paix dans chacune des petites communautés, sur chacun des tout petits sujets. Mais il y a un élément que je veux pas vous donner parce que c'est du spoil, mais qui moi m'a pas du tout convaincue et que je trouve tout à fait inutile. Voilà, un élément fantastique, plus que l'aspect fin du monde, pas fin du monde, mais voilà, crise climatique quoi. Moi ça m'aurait suffi pour une nouvelle, et là cet élément là je l'ai trouvé, j'ai pas compris, je me suis dit mais pourquoi rajouter ça, pourquoi, enfin voilà, je trouve que du coup ça gâche un peu la morale qu'on aurait pu trouver dans quelque chose de vraiment très réaliste avec quelque chose de qui l'est pas du tout. Voilà, enfin après chacun sa sensibilité. Si vous voulez en discuter plus avant, venez me voir sur Insta ou par mail hein, d'ailleurs on peut aussi, mais voilà, je peux pas vous en dire plus là maintenant, mais oui et non, du coup un très bon début de lecture, plein d'idées super intéressantes. Je pense qu'il y en a certaines que j'ai oubliées, mais voilà, dont je garde un bon souvenir. Et puis cet élément là qui moi m'a... Voilà. On vient le dégel de Jason Robert Ducharme, c'est paru aux éditions du Chat Noir. Pour le coup c'est une nouvelle ou c'est une novella hein, je ne sais pas, il y a 96 pages. Oui, pour le coup, oui, c'est un petit oui. Alors j'ai pas passé, c'est pas une lecture absolument incroyable. Maintenant je trouve que pour une petite soirée d'Halloween, ça peut carrément le faire. Il y a un environnement assez sombre, quelque chose de dark autour du suicide, du mal-être. Et puis on a un personnage principal qui va complètement plonger dans la paranoïa. Et en fait on se rend compte que peut-être pas tant que ça, et à la fin il y a un gros retournement de situation que j'ai bien aimé, donc je dis oui. Voilà, maintenant je vais pas vous en dire plus non plus parce que
Enfin si, je peux vous en dire plus, hein. On va parler d'une forêt, d'ailleurs je ne sais plus comment elle s'appelle cette forêt. La forêt Adrienne, voilà, qui est connue pour rassembler les gens qui veulent mettre fin à leur jour. Voilà, ils vont tous là-bas et ils se pendent. C'est inspiré d'une forêt, il me semble, du Japon, qui est devenue très touristique, du genre tourisme glauque. Donc voilà, c'est inspiré de cette forêt, c'est l'histoire d'une maman qui a perdu son fils et qui est persuadée qu'il s'est rendu là-bas et donc qui va à sa recherche en espérant l'arrêter. Voilà, je vous laisse la surprise sur le reste. En soi, pourquoi pas. Ma lecture suivante, c'est un livre audio. J'ai lu Golden Son de Pierce Brown, la suite de Red Rising. Je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle de cette façon parce qu'il traînait. Je suis sûre que je l'aurais jamais lu parce que je l'ai en anglais. Je lirai le troisième en anglais, j'espère. En tout cas, je vais me le laisser de côté pour mon déménagement. Mais je suis vraiment contente d'avoir replongé dans cette histoire parce que sur une base qui peut-être n'est pas forcément pour me plaire le plus parce qu'on est quand même sur des guerres interplanétaires et beaucoup de déplacements interplanétaires, de questions de vaisseaux, voilà, ce genre de choses. Vous savez que moi c'est pas du tout mon truc. On parle un peu de terraformation, on est entre Mars, la Lune, la Terre, Neptune, Pluton, tout ça. Bon, moi, bof, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, on est quand même sur une base aussi très fantasy avec une lutte de clans, une lutte d'empire, des guerres, des complots politiques qui là me plaisent carrément beaucoup plus. On est sur de la fantasy adulte et avec des personnages que je trouve, ma foi, assez chouette. J'ai quand même quelques reproches à lui faire. J'étais contente de retrouver ces personnages, notamment Darrow forcément, qu'on avait laissé à la fin du tome 1. Si vous n'avez pas lu le tome 1, ne restez pas ici parce que je ne sais plus exactement, enfin je vais tout faire pour pas spoiler, mais bon, quand même, voilà. Donc Darrow qui est devenu un or plutôt reconnu, qui va devoir au cours de ce tome conserver sa place de choix parmi la famille des lions là. La famille des lions, j'ai oublié le nom. Inspiré de la mythologie, tout est inspiré de la mythologie romaine je crois, donc c'est très sympa aussi hein, comme contexte, en tout cas dans les noms qu'on retrouve. Et bien sûr avec une base, puisque c'est quand même la base de l'histoire, c'est la lutte des classes. Puisque on est sur une société qui est très hiérarchisée, donc par couleur, avec les ors, les argents, les bronzes, les obsidiens, les gris, les bleus, les oranges, les rouges, les roses. Voilà, et chaque couleur a vraiment... Alors, non, ils ont pas leur planète. Ça, c'est des trucs que je suis pas sûre d'avoir très bien compris parce que j'avais assez peu de souvenirs du tome 1. Mais par exemple, je sais que les rouges sur Mars, ils sont chargés de l'extraction minière, par exemple. Est-ce que les rouges sur notre planète le font aussi? Je ne sais pas. Mais en gros, les rouges, on va dire, c'est la classe ouvrière et bien sûr les ors, la classe dirigeante. Et parmi les ors, il y a encore d'autres classes. Donc voilà, j'ai pas exactement tout le détail, mais c'est assez complet, c'est vraiment très recherché. Maintenant, voilà, il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé un peu moyens dans les complots politiques, dans la façon dont ils étaient supposés se résoudre, puisque on a Darrow qui travaille sous couverture, puisque c'est un faux or, donc c'est un ancien rouge changé en or, et il a été envoyé là-bas pour infiltrer le système or et le détruire de l'intérieur, donc ça c'est vraiment super intéressant. Maintenant, je trouve qu'il s'apitoie un peu sur lui-même tout le temps et c'est assez redondant. Voilà, moi c'est ce que je reproche le plus à Darrow, c'est les pensées un peu redondantes. Il y a un petit effet, ça tourne en rond, c'est pas trop marqué mais un petit peu quand même. Et l'autre truc que je reproche, c'est à un moment il réussit à entrer en contact avec les rouges dont il a plus trop de nouvelles depuis un sacré paquet de temps, et en fait il y a eu pas mal de changements parmi l'organisation qui l'a infiltré parmi les ors, et en fait il y a une petite incohérence sur ouais, on comptait sur toi pour faire ça et tu vas le faire, alors qu'en fait je vois pas comment ils ont pu monter un plan assez énorme en comptant sur lui alors qu'ils avaient pas prévu de le contacter et qu'ils sont tombés sur lui complètement par hasard dans un truc. Voilà, donc ça c'était pas très clair.
Maintenant, j'étais contente, voilà, contente de retrouver Mustang, contente de retrouver les hurleurs. J'aime bien le personnage de Darrow malgré cet aspect un peu larmoyant parfois. Mais bon, finalement ça fait de lui quelqu'un de peut-être plus humain. Je trouve que Darrow, les autres personnages, leurs valeurs et la hiérarchie des clans qui les opposent, ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place. Et j'ai trouvé ça bien fichu. Je trouve aussi qu'il y a, comme dans le tome 1, un côté vraiment très dur, très violent, que l'auteur maîtrise très bien. Il maltraite ses personnages et sur la fin c'est carrément explosif, donc forcément que j'ai envie de lire le 3e tome. Je crois qu'en français il y en a 5 et que en anglais il y en a que 4 à vérifier. Et il me semble qu'après il y a des séquelles et des préquelles, je suis pas trop sûre, mais voilà, en tout cas j'ai passé un super moment. Alors le narrateur c'était pas forcément mon narrateur préféré, honnêtement. Je trouvais qu'il manquait, il avait une voix qui manquait un peu de profondeur. Voilà, une voix peut-être un peu trop juvénile, mais en même temps Darrow c'est un personnage jeune, hein. Il me semble qu'il a 20 ans dans ce tome là, il en avait 17 dans le tome précédent, donc pourquoi pas, à la rigueur ça colle bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette lecture ? Que je vous encourage à lire si vous cherchez de la fantasy adulte avec une partie extraplanétaire, je vous encourage à le lire. Ça reste de la fantasy pour moi, en tout cas si on se réfère au classement de SFFF de Apophis qui est paru chez Albin Michel, donc Apophis, oui je crois. Donc voilà, pour moi ça reste des codes et des bases de la fantasy. Maintenant c'est vrai que ça se passe dans l'espace. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir un peu plus sur un roman, ou si je vous ai donné envie d'en lire un, ou au contraire que je vous ai pas du tout envie de donner envie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.